Cette histoire, ce n'est pas celle d'un guerrier légendaire ou d'un roi conquérant, mais celle d'un filou qui aurait pu racheter la France s'il l'avait voulu. Jacques Coeur naît à la toute fin du XIVe siècle, à Bourges. Il est le fils du marchand de fourrure Pierre Coeur, qui s'enrichit à la cour du duc de Berry Jean Ier. Et Jacques ne bénéficie pas d'une éducation scolaire, faut pas déconner non plus. Mais il apprend tout sur le commerce et les affaires grâce à son père. Lorsque Jacques a 15 ans, le roi de France, Charles VI, se fait péter le cul à Azincourt. Son fils, qui s'appelle aussi Charles, vient se réfugier à Bourges après que le duc de Bourgogne, Jean son père, l'ait viré de Paris. Sauf que avoir l'héritier à Bourges, ça sent les bonnes affaires. Et c'est là que la toile d'araignée de la famille Coeur s'approchait du prince. Étape 1, l'une des sœurs de Jacques épouse le secrétaire de Charles. Étape 2, Nicolas, le petit frère de Charles, devient évêque de Luçon. C'est toujours bon pour la femme, ça. Étape 3, une de ses nièces épouse Jean Village, le chambellan du duc de Calabre. Je sais pas ce que ça vient foutre là, mais c'est toujours intéressant. Jacques est très jeune déjà important à Bourges, et gère l'un des bureaux de change de la ville. Et il se finit par se marier. Étape 4, à Marie de Léodepart, fille du prévôt de Bourges, donc un agent direct du roi. En plus, étape 5, Pierre, le père de Jacques, épouse Jeanne Roussard, la fille d'un maître de monnaie de Bourges. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Le maître des monnaies, c'est aussi un type très proche de l'administration royale. À partir de 1427, notre Jackie s'associe avec le changeur Pierre Godard et dirige l'atelier de frappe des monnaies de Bourges. Mais le filou est accusé d'avoir fait affiner 300 marcs d'argent au-dessous du titre légal. En gros, il a piqué dans les caisses. Son maître, Raoul Danois, va demander sa libération sous amende. Et le prince Charles, devenu roi grâce à une pucelle, on en parlera dans une autre vidéo, le Charles se sent d'humeur généreuse et fait juste payer une amende de 1000 écus d'or. Normalement, on aurait dû le foutre aux galères pour ça, donc il a de la chance. Bon, la monnaie c'est bien, mais ce qui rapporte le plus à l'époque, c'est le commerce avec l'Orient. Avec son pote Pierre Godard et le frère de Godard, Barthélemy, ils fondent une société commerciale en 1430. Le but, faire du commerce avec le monde musulman et concurrencer les trois grands empires commerciaux italiens, Venise, Pise et Gênes. Il va tâter le terrain en faisant un voyage vers l'Égypte, la Syrie, puis à Beyrouth, où il prend un bateau direction de Narbonne, pour enfin installer les comptoirs à Montpellier. Là où les relations économiques avec l'Orient se faisaient principalement par le troc, Jacques, lui, préfère la vraie monnaie, selon sa trébuchante, qu'il gagnera en exploitant des mines de cuivre et d'argent, à Chessy, dans le Lyonnais. Et pour les bateaux, il fait copier les navires des Génois. Ah bah faut pas être scrupuleux pour les marchands. Son affaire sera longue et périlleuse, et pas du tout. Non, ça marche tout de suite. De manière tellement fulgurante que les gens de l'époque pensaient qu'il avait pas de teaser avec un alchimiste. Mais non, c'est juste que le type il a 12 bateaux, ce qui est beaucoup à l'époque. Sillonne la Méditerranée, 300 agents dans tous les ports, et surtout, le gars est sympa. Non, vraiment, Jacques Coeur est un type loyal et d'extrême bonne foi, ce qui donnera une super réputation auprès des marchands et princes en Orient. Ce qui lui donne un monopole sur le marché des épices en France, des marchandises françaises en Orient. Oh, mais enfin, Jacques, on t'a connu plus philo, qu'est-ce que tu nous fais là? Ah oui, tu fais transport illégal d'or et d'argent français en Orient. Ça va aller. Côté français, Jacques va s'arrêter sur 3 villes. Son QG est à Montpellier, ville ravagée par la peste qu'il redressa économiquement à lui tout seul. Marseille, où il profita du Rhône pour faire acheminer du bois et du Savoie, et Aigues-Mortes, où il utilise ce bois pour construire des bateaux. En 1435, il est nommé maître des monnaies de Bourges grâce à sa richesse et ses biens familiaux. Surtout sa famille. Puis en 1936, lors de la reddition de Paris, il devient également maître des monnaies de Paris. Malheureusement, en 1439, les frères Godard meurent. Malheureusement, pas vraiment, vu que maintenant Jacques est le seul maître du commerce, Jacques est désormais grand argentier du royaume de France. Premier truc qu'il fait, mettre en place des impôts. Oh non, pas ça! Et il fait pas que les créer, il crée aussi des institutions pour les faire respecter. Bon, pour le coup, il avait plus une petite raison de faire de nouveaux impôts, parce qu'il y avait un léger problème d'anglais sur le territoire, et la dératisation ça coûte cher. Puis, Jacques intègre des méthodes commerciales dans l'économie royale, comme la statistique ou l'évaluation des ressources. La question que je pose là, c'est surtout comment il faisait les cordiaux avant lui. En avril 1441, Jacques se fait même anoblir. Lui, sa femme, ses descendants. Puis devient conseiller en 42, tout en gardant ses activités en Méditerranée. Faut se dire un truc, à l'époque, en France, toutes les soieries, les maroquineries, les épices, les parfums, les tapis, les porcelaines, les pierres précieuses qui circulaient en France, c'est Jacques qui les a ramenés. Jacques est littéralement la richesse incarnée à ce moment-là. Quand il faut installer un parlement dans le Languedoc, soit la région de Montpellier, certes on appelle l'archevêque de Toulouse, vu que c'est dans ses terres, mais on appelle aussi Jacques.
Quand en 46, des Génois demandent d'être attachés à la France, on envoie Jacques. Quand des pontifes considèrent avoir le pouvoir sur le pape et font pression, on envoie Jacques. Le gars est même dans les affaires militaires. Quand le roi veut conquérir la Normandie, c'est Jacques qui finance avec une avance de 200 000 écus et ramène la Bretagne, pourtant ancienne avec les Anglais, dans l'opération. Et lorsque le roi veut marcher sur Rouen, capitale de Normandie, c'est Jacques qui est dans le cortège d'honneur devant la haute noblesse et devant le clergé. Et c'est ensuite lui-même qui va négocier avec les Anglais la reddition de Cherbourg, qui donc met la fin à la guerre de 100 ans. En 1444, le roi Charles veut faire un beau cadeau à sa favorite, Agnès Sorel. 20 600 écus de pierres précieuses, dont le premier diamant taillé de l'histoire. Autant de pierres précieuses. Bah oui, évidemment, c'est Jacques qui est derrière ça, et Agnès le sait. Et les deux vont finir par devenir de grands amis, Agnès devenant la protectrice de Jacques. Revenons où nous en étions. 1450, Agnès meurt. Elle meurt très certainement des suites de son accouchement raté quelques jours avant, mais les nobles, eux, préfèrent croire un assassinat, et accuse Jacques Coeur de l'avoir empoisonné, bien que le roi le lave officiellement de tout soupçon. Deux de ces nobles sont Antoine de Chabannes, endetté envers Jacques de plusieurs milliers, et Otto Castellani, un Florentin qui veut récupérer la place de grand argentier. Jacques, lui, en plus d'avoir perdu son ami, a perdu sa protectrice, et Charles, influencé par ses nobles, le dépouille de ses possessions et l'accuse de tout crime, et l'arrête pour malversation en 1451. Jacques est accusé de malversation, de lèse-majesté, de vente illégale d'or et d'argent français en Orient, ce qui pour le coup ça c'était vrai, d'esclavage de chrétiens, contrefaçon, vente d'armes aux Sarrasins, et ainsi commence son procès. Jacques se défend avec précision, mais évidemment, avec de telles accusations, aucune preuve ne peut vraiment exister. Et bien sûr, l'instruction ne prend que le témoignage de ses ennemis. Vu que les frères Godard sont morts, Agnès est morte, c'est la merde. Ses enfants, ses employés et même le pape tentent de le sauver, mais rien n'y fait. Il finit condamné à mort, torturé, sa femme avec tout ce stress finit par y passer, puis ses biens sont saisis, Chabannes reçoit tous les châteaux et Castellani devient grand argentier. Jacques est emprisonné au château Triangle de Poitiers, sous la garde de Chabannes. La prison le mine, mais vu que c'est Chabannes, il arrive à s'évader sans problème. D'abord il se réfugie à Limoges, puis plus au sud à Beaucaire, il est accompagné de son fils et aidé par Jean Village. Qui? Moi, une de ses nièces épouse Jean Village, le chambellan du duc de Calabre. Je sais pas ce que ça vient foutre là, mais c'est toujours intéressant. Oh! Il revient de la Provence, puis Rome. Son ami, le pape Nicolas, l'accueille lui-même dans son palais, et Jacques tente de recouvrir peu à peu sa richesse, car il avait encore des navires en mer et des agents fidèles à lui. Après la mort de Nicolas, Jacques prépare pour le nouveau pape, Calixte, une expédition sur l'île de Chios, en Grèce, appartenant aux Génois mais menacés par les Ottomans. Les mêmes Ottomans qui viennent de prendre Constantinople et l'Empire byzantin il y a peu. Jacques devient officiellement capitaine général de l'Église, et embarque en 1446 pour Chios. Cependant, à Chios, c'est la débandade. Jacques finit par se prendre un boulet de canon et meurt, enseveli sous le cœur de l'église des Cordeliers de Chios. Jacques Coeur, marchand, armateur, banquier, diplomate, est désormais décédé, mais l'histoire se souviendra de lui, comme l'homme plus riche de la France.